Pour décortiquer tout ça, je reçois notre panel d'analystes, Gilles Duceppe, Jérémy Guillot et Tasha Keridine. Ravi de vous revoir. Merci. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, Jérémy, je commence avec vous. La perte de la circonscription de LaSalle-et-Mare-Verdun, c'est quand même un coup dur là, pour les libéraux. Est-ce que le parti va continuer à chuter? C'est un coup dur et surtout, c'est que ça s'inscrit dans une tendance. L'été a terminé comme il a commencé après la défaite d'un autre château fort dans Toronto-Saint-Paul pour les libéraux. Ils ont mis toute la gomme et malgré cela ont échappé une circonscription qui, malgré certains libéraux qui essaient de nous faire croire que ce n'était pas un château fort, est un château fort qui a été remporté par plus de 20% dans les dernières élections. Donc, ça affecte le moral des troupes. En plus, si vous ajoutez à cela le départ du lieutenant du Québec cette semaine, vous avez une semaine catastrophique pour les libéraux. La chute aux enfers se continue. Gilles Duceppe, un gain pour le Bloc dans l'Ouest montréalais. Comment est-ce que vous interprétez ça? Ben, il faut regarder le passé où c'était pas tout à fait le même comté. Quand on dit le comté de Paul-Martin, c'était 50% du comté de Paul-Martin. L'autre 50% a déjà été un comté qui appartenait au Bloc. Donc, le Bloc, avec le nouveau comté, ne faisait pas très bien. Je pense que c'est un signe du temps. Là, on voit qu'à certains endroits, il y a des luttes à trois. Celle-ci a été remportée par le Bloc. Mais dans l'ensemble du territoire, le Bloc est très bien positionné dans toutes les régions du Québec. Plus difficile à Montréal en raison du changement démographique et des nouveaux territoires. Mais je pense que c'est une belle victoire, une victoire importante. Victoire importante pour le Bloc. Mais Tasha, lorsqu'on regarde les sondages nationaux, comment est-ce qu'on explique que les conservateurs n'ont pas eu de meilleurs résultats là? Je pense qu'on n'attendait jamais que les conservateurs allaient faire bien dans ce comté-là. C'était toujours vu comme une lutte à trois entre le NPD, Craig Sauvé, qui était un candidat qui avait assez bien fait pour le parti dans la dernière élection générale, ainsi que le Bloc qui voulait prendre ce comté-là. C'était vraiment, ils ont beaucoup travaillé. Leur candidat aussi, M. Sauvé, un autre Sauvé, qui menait une bataille assez féroce. Et le problème, c'était aussi pour les libéraux que Mme Palestini était essentiellement parachutée par le parti et n'a pas gagné la nomination. Mais les conservateurs n'avaient jamais bien fait dans ce comté. Leurs efforts étaient vraiment concentrés dans le comté de Elmwood-Transcona, qui avait une partielle en même journée en Manitoba. Justement, là-dessus, est-ce que c'est la raison pour laquelle le NPD refuse d'appuyer les conservateurs, là, si on sait que les conservateurs ont fait des gains à Winnipeg? Toujours avec vous, Tasha. Si vous posez... Oui, la question, je pense que non, le NPD refuse d'appuyer les conservateurs pour plusieurs raisons. Ils ne sont pas vraiment prêts pour une élection. Ils ne désirent pas une élection présentement. Ils n'ont pas tous leurs candidats. Ils n'ont pas tout l'argent qu'ils désirent. Et je pense que leur moment va venir. M. Singh avait justement déchiré cette entente avant la partielle pour essayer de ne pas être confondu avec les libéraux. Alors ça, c'était l'intention qu'il avait dans ce comté-là parce qu'il avait peur des conservateurs et il voulait se distinguer des libéraux, ça lui faisait mal. Il a réussi essentiellement son pari là, mais le fait qu'il ne va pas appuyer la motion de M. Poilievre tout de suite, ça ne me surprend pas. Gilles Duceppe, le Bloc, a dit qu'il voterait contre une motion de censure conservatrice et dit que l'augmentation des pensions là, pour les aînés est sa priorité. Stratégiquement, est-ce que c'est une bonne décision? Je pense que oui, parce qu'il n'y a aucune raison d'évoquer par les conservateurs pour cette journée d'opposition. Par ailleurs, le Bloc est en position de négocier. Ou bien non, les libéraux accorderont la sanction royale à ce projet de loi qui a été voté unanimement en Chambre. Tous les partis ont appuyé ce projet de loi pour donner les mêmes conditions aux aînés de 65 ans et plus que ceux qu'ont les aînés de 75 ans et plus. Alors, si c'est pas réglé avant la prochaine journée d'opposition du Bloc, le Bloc va sûrement mettre un ultimatum en disant ça doit être réglé, sinon ce sera une motion de non-confiance parce que vous n'avez pas donné la sanction royale. Et le Bloc peut répéter ça, c'est une autre journée de non-confiance, une journée d'opposition sur la gestion de l'offre. Et le Bloc peut poser également une motion de non-confiance en apportant la raison, mais ce qui serait plutôt paradoxal et amusant, c'est ça que le Bloc dépose une motion de non-confiance en demandant au gouvernement de cesser toutes les subventions aux industries pétrolières.
Alors, j'aimerais voir comment les conservateurs voteraient à ce moment-là. C'est très amusant de voir ça parce que j'imagine que les conservateurs seraient contre une telle motion parce qu'ils sont pour ces subventions. Alors, dès lors, on pourrait parler du gouvernement libéral-conservateur. Jérémy, la rapidité avec laquelle le Bloc a affirmé qu'il ne soutiendra pas la motion de censure conservatrice, ça a fait quand même sortir le premier ministre du Québec, François Legault. Il a attaqué de plein fouet, là, le chef du PQ et celui du Bloc. Qu'est-ce qu'il essaie d'accomplir réellement? C'est une très bonne question parce que c'est à n'y rien y comprendre. D'après moi, ce que M. Legault essaie de faire d'abord, c'est de dire que l'ami de mon ennemi est mon adversaire et dans s'attaquant au Bloc, s'attaque par la bande au Parti québécois, mais le ricochet lui revient rapidement en plein visage. Et ça, on dirait que François Legault, pour une deuxième élection de suite, fait son lit avec les conservateurs. Alors, je ne sais pas s'il y a quelque chose à gagner vraiment. Il se fait plutôt des ennemis à Ottawa plus que de se faire des amis. Même au niveau des conservateurs, les idées ne sont pas parfaitement alignées, que ce soit au niveau du déficit budgétaire. Pierre Poilievre a déjà dit qu'il ne voulait pas avoir Éric Girard dans son équipe parce qu'il était le ministre qui avait donné des subventions aux Kings, parce qu'il avait fait une mauvaise gestion des finances publiques. Donc, je ne comprends pas cette stratégie-là de François Legault d'attaquer le Bloc québécois. Et d'ailleurs, il n'y a pas de surprise à ce que le Bloc québécois appuie et ne tombe pas dans les petits jeux des conservateurs la semaine prochaine parce qu'ils ont, M. Duceppe le mentionnait, beaucoup de gains à faire avancer, que ce soit gestion de l'offre, pension de vieillesse. Donc, je ne comprends pas la stratégie de François Legault qui, selon moi, c'est une erreur. Mais Tasha, est-ce que c'est un appui tacite là, aux conservateurs de Pierre Poilievre? Je pense que ce que M. Legault fait, c'est qu'il veut s'attaquer au Parti québécois par ricochet. Justement, il a peur de la montée de Paul Saint-Pierre Plamondon et il voit que la partielle qui a été gagnée par le Bloc, ça donne le souffle. C'est les mêmes bénévoles. Il y a beaucoup comment dire en anglais, cross-pollination entre les deux partis. Alors, il voit cela avec beaucoup d'alarme et c'est une façon de dire, écoutez, le Bloc, c'est pas vos amis. Et il faut que s'ils descendent pas cette motion-là, ils sont pas les vrais amis du Québec parce que les Québécois veulent une élection. C'est un peu bizarre. Je ne sais pas si les Québécois veulent une élection fédérale ou non. Les sondages semblent démontrer le contraire. Ils veulent se débarrasser peut-être du premier ministre, mais pas dans les médias. Alors, M. Legault, je pense, il essaye de se faire des plumes ici avec une situation d'en faire parler et aussi pas comme ça distraire un peu des questions domestiques, quoi. Gilles Duceppe, de votre côté, le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, est-ce qu'il avait d'autres choix là que de se montrer solidaire du Bloc? Non, mais il était d'accord. Il n'y a même pas à se questionner. Et moi, quand j'ai vu M. Legault agir comme ça m'a rappelé en 2007, il y a une élection au Québec. Et tous les partis dénoncent le déséquilibre fiscal. Alors, le Bloc fait ses demandes, il les publie une semaine avant le dépôt du budget. C'est Stephen Harper qui était là. Et j'ai négocié avec Stephen Harper. On a demandé 3,9 milliards. C'était le montant du déséquilibre fiscal. Or, on a une bonne entente. Finalement, on obtient 3,3 milliards de dollars. Et là, la dernière minute, je les appelle pour leur donner ça avant que le budget sorte et qu'on donne notre position, puisque le huis clos venait de se terminer. Et là, M. Legault nous dit, il faut rien accepter Stephen Harper. On a dit, écoutez, vous demandez tous les partis de régler le déséquilibre fiscal. Moi, j'ai négocié longtemps. Je n'essayais pas de vendre une carte du syndicat au patron en fin de la négociation, là. Mais il se peut que nos lignes se croisent. Et c'était une bonne entente avec les conservateurs de Stephen Harper. C'était la seule fois que le Bloc a appuyé un budget. Quand Poilievre dit que le Bloc a appuyé tout le budget, c'est arrivé une seule fois, c'était en 2007. Or, j'ai pas compris quand François Legault nous disait de refuser cette entente. Je suis sorti, je leur ai dit, regardez-moi la télévision, pour vous donner la réponse. J'ai dit, le Bloc appuie le budget. Non, c'était ça. Bon, l'autre grosse nouvelle de la semaine, évidemment, c'est l'ex-ministre Pablo Rodriguez qui fait le saut dans la politique provinciale là, comme candidat à la direction du PLQ. Il reste quand même député indépendant à Ottawa. Tasha, est-ce que c'est problématique pour lui et les électeurs?
Rester indépendant, pas nécessairement. Yazir Nafki des libéraux s'était présenté pour la chefferie provinciale en Ontario. Il n'a pas gagné, évidemment. Il n'a pas abandonné son siège. Je pense que le seul problème, c'est que si M. Rodriguez quitte complètement, ça va coûter aux contribuables pour faire une autre partielle. Et de plus, c'est une autre partielle pour le gouvernement libéral qui vient de quitter, on ne sait pas ce qui arriverait à son siège. Alors, je pense pas que c'est vraiment dans son intérêt et dans tout l'intérêt de tout le monde qu'il quitte complètement, mais il peut pas siéger avec le caucus. Ça, c'est clair. Il ne peut pas être parti du Parti libéral parce qu'il va critiquer. Il va critiquer le Ottawa et son propre gouvernement. Alors, il faut qu'il soit indépendant. Jérémy, certains le voient déjà en train de brasser la cage là, à la CAQ et au PQ. Mais le véritable gagnant de cette candidature, est-ce que c'est plutôt le PLQ? C'est certainement le PLQ, mais c'est vrai que ça brasse la cage parce que c'est pas anodin, selon moi, la réaction de M. Legault sur défaire le gouvernement de Justin Trudeau, l'arrivée de Pablo Rodriguez dans la course à la chefferie au PLQ. Ça va pas très bien pour M. Legault présentement au Québec. Et là, on ajoute à ça une course à la chefferie du Parti libéral du Québec qui prend son envol avec des candidats de qualité. On entend aussi que si Carl Blackburn est capable de combattre son cancer, pourrait se lancer dans la course. Donc, on a finalement une chefferie qui semblait s'en aller nulle part, une chefferie qui commence à être de plus intéressante pour les analystes comme vous et moi. Donc, c'est un grand gain pour le Parti libéral du Québec, à voir ce que M. Rodriguez pourra proposer pour brasser la cage aussi du Parti libéral du Québec qui en a bien besoin avec des idées nouvelles. Le gros talon d'Achille de M. Rodriguez sera sans doute sa participation au gouvernement Trudeau même. On sait qu'au Parti libéral du Québec, la rigueur financière et la rigueur budgétaire est importante. Lui qui a été dans un gouvernement très dépensier, donc ce sera à voir comment il sera capable de se distancier des libéraux fédéraux. Gilles Duceppe, justement, est-ce que Rodriguez pourra réellement se distinguer là, des libéraux du fédéral? Il n'y aura pas le choix, parce que s'il dit la même chose, ça ne joue pas à sa faveur. D'ailleurs, il a déjà dit, écoutez, j'avais certaines propositions qui n'ont pas été acceptées, je n'étais pas nécessairement d'accord, mais je me reliais parce qu'on se rallie dans un parti, on ne gagne pas toujours, d'un point de vue, on ne gagne pas toujours. Alors, c'est intéressant à voir, mais il faut rappeler que les libéraux sont présents dans la région de Montréal et l'Outaouais. Sinon, là, ils ne sont pas là dans les autres régions. Je pense qu'ils font moins de 10% chez les francophones, hors des régions de Montréal et de l'Outaouais. Alors ça, c'est très faible. Mais c'est inquiétant pour M. Legault parce que ça fallait chercher par ailleurs des votes à la CAQ, certainement pas au PQ. Alors dès lors, ça favorise le PQ. Comme c'était le cas, on a vu ce qui s'est passé dans la salle Villamar-Verdun, ça pourrait se reproduire dans certains comtés montréalais ou de la région de Laval, voire de l'Outaouais, parce que les libéraux regagneraient des votes qu'ils ont perdus aux mains de la CAQ. Et la CAQ avait été chercher des votes à la fois aux libéraux et au Parti québécois. Tacha, avec le départ de Pablo Rodriguez, c'est le ministre Jean-Yves Duclos qui devient lieutenant politique du Québec. Est-ce que c'est un bon choix? Comment est-ce que ce choix-là diffère du choix précédent là avec Pablo Rodriguez? M. Rodriguez était là depuis très longtemps. Je pense que M. Duclos représente un peu de changement, mais je ne vois pas. C'était vraiment, je pense, M. Rodriguez, il y avait des gens qui lui reprochaient de ne pas avoir fait une stratégie spécifique pour le Bloc. Alors, c'est là vraiment que M. Duclos va, je pense, avoir sa première tâche, c'est de façonner une stratégie spécifiquement contre le Bloc au Québec, parce que c'était ça sa lacune, et M. Rodriguez ne l'avait pas configuré. Alors, je pense que c'est le premier défi qu'il va avoir à surmonter. Et cette nomination d'Anita Anand au ministère des Transports, qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais là, je pense que Mme Anand, c'est intéressant parce qu'elle avait, tu sais, au Trésor, elle a des responsabilités assez larges. Prendre ce portfolio présentement, il y a plusieurs défis qu'on voit dans le domaine des transports. Heureusement, Air Canada n'en est plus un pour le gouvernement, ça s'est réglé. Mais il y avait le CN il n'y a pas longtemps. Il y avait toutes sortes de questions aussi d'infrastructure. Alors, c'est beaucoup le mettre dans son assiette. Ça fait penser que
peut-être M. Trudeau ne pense pas que son gouvernement va durer si longtemps que ça. Alors, il ne va pas donner un portfolio à un autre ministre, pas vraiment beaucoup faire de changements parce qu'il anticipe qu'elle ne va pas être là très longtemps. Jérémy, quel serait le scénario idéal là, pour la survie du gouvernement Trudeau? Ça va pas très bien dans les rangs libéraux, là. Je pense que les libéraux doivent chérir chaque jour qu'ils ont encore au gouvernement. On compte probablement en termes de semaines et de mois ce qu'il leur reste. C'est intéressant ce que Tasha parlait un peu plus tôt en termes de que M. Duclos doit faire une stratégie pour le Bloc. Je ne suis pas certain qu'il va y arriver. C'est pas nouveau ce désir-là du caucus québécois, du Parti libéral du Canada, de faire une stratégie spécifiquement face au Bloc québécois. Mais à chaque fois, le Parti national décide que son adversaire, c'est les conservateurs et c'est les conservateurs qu'on a besoin d'attaquer, que les Québécois ne veulent pas, soi-disant, voir des attaques partisanes sur le Bloc québécois. Donc, ce sera intéressant de voir si M. Duclos aura cette force-là à l'interne pour faire changer la direction que va prendre le Parti libéral du Canada. J'en doute fortement. Je l'ai même moi-même déjà essayé par le passé. Ça n'avait pas nécessairement passé les plus hautes instances. Les libéraux vont devoir maximiser les projets de loi rapidement s'ils veulent passer, par exemple, l'assurance médicaments, les pensions de vieillesse qui est en partenariat avec le Bloc présentement pour faire atterrir le plus de projets possible et le plus rapidement possible avant de déclencher les élections. Gilles Duceppe, vous avez le dernier mot là-dessus? En tout cas, je vous dirais que au premier regard, la différence entre M. Rodriguez et M. Duclos, c'est certainement le style de coiffure. Mais blague à part, je pense qu'ils ont un style très différent. M. Rodriguez était celui qui attaquait des attaques verbales très fortes, alors que M. Duclos est plus un homme de contenu. Et me dit-on qu'il travaille tout autant que M. Rodriguez dans son comté. Donc, ça va être sur un plan, je pense, moins émotif et plus rationnel. Gilles Duceppe, Jérémy Gioux et Tasha Keridine, merci beaucoup pour vos éclaircissements et à très bientôt. Merci. Merci, au revoir. Bonne journée. Au revoir.